bien, donc un modèle économique, c'est plus qu'un modèle d'affaires. C'est la première chose à retenir. Un modèle économique, c'est pas simplement le chiffre d'affaires et la façon dont je fais le chiffre d'affaires. Un modèle économique, c'est le type d'offre que je vais proposer, la façon dont je vais la construire, la façon dont je vais agencer des moyens pour la produire. Donc derrière, ça renvoie à des formes de productivité. Ça renvoie bien entendu à un modèle de consommation, c'est-à-dire la façon dont mes clients, mes bénéficiaires vont me passer des commandes ou vont aussi me rémunérer. C'est bien entendu un modèle d'affaires, c'est-à-dire sur quoi je contractualise, comment je transforme la valeur que je crée en valeur monétaire. Et puis, c'est un modèle de répartition de la valeur créée et derrière un modèle de gouvernance. Donc, c'est ça un modèle économique. Aujourd'hui, on parle beaucoup de nouveaux modèles économiques. Pourquoi ? Parce que si on dit nouveau, ça veut dire que l'ancien ou l'actuel, il est problématique. Alors, l'ancien ou l'actuel, malheureusement encore largement actuel, modèle économique, il s'est construit sur la matrice du modèle industriel. C'est-à-dire qu'on a dupliqué des logiques d'organisation de la production, de la relation au client, etc., qui sont issues du monde industriel, de l'époque où ce qui dominait, c'était la production de biens et la vente de biens, à l'ensemble des activités, y compris des activités de service. Donc quand on parle du modèle industriel, on ne parle pas simplement de ceux qui produisent des biens. On parle du fait qu'on est tous, peu ou prou, inscrits dans un modèle qui prend sa matrice dans un modèle industriel. Et quand je dis tous, les acteurs publics se sont aussi allègrement appuyés sur ce modèle-là pour penser des réorganisations, par exemple, ou des offres de services. Alors, je vais vous proposer 4 principales. Enfin, je vais vous proposer. L'analyse que l'on fait, nous, des limites de ce modèle industriel, elle se pose autour de 4 dimensions. Alors, d'abord, dire que les entreprises, quand je parle des entreprises, c'est tout type d'entreprise. Hein. Ce n'est pas les entreprises privées versus les associations ou les coopératives. Je parle des acteurs économiques dans leur ensemble. On va considérer que ce n'est pas des méchants, hein. Ce n'est pas des gens qui ont envie de mal faire. Hein. C'est des gens qui sont pris dans un système de contraintes. Et justement, la dimension modèle, ça renvoie à une dimension systémique. Ils sont pris dans un système. Ils essayent de l'améliorer, ils essayent de s'en sortir. Mais malgré tout, on se fait souvent rattraper par cette cohérence entre l'ensemble de ces dimensions. Alors, la première, c'est les limites liées au marché. On se place dans des logiques de marché. Un marché, c'est quoi ? C'est une capacité à comparer des offres comparables. Donc, le client, il pense qu'il compare des offres comparables, ou peut-être dans une certaine mesure, il compare des offres comparables, ou il les évalue. Et les producteurs de biens ou de services, se mettent en situation de concurrence par rapport à ces offres. Donc, logique de concurrence. Une partie de ces intervenants, de ces acteurs, se trouve dans des logiques de chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on considère que pour produire de la valeur, la façon la plus rationnelle d'un point de vue économique, c'est de séparer les différentes étapes de l'activité et de confier chaque étape à quelqu'un qui sera le plus performant sur cette chaîne et que l'ensemble des maillons, ça va produire une chaîne de valeur. Mais on sait bien que dans une chaîne de valeur, vous avez un acteur dominant, souvent celui qui est en lien avec le client final, pas toujours, mais souvent celui-là, et que finalement, d'une façon ou d'une autre, il arrive à coincer ou à tenir les autres acteurs. Alors on voit bien que cette logique-là, elle incite finalement à réduire les coûts de production. C'est-à-dire on va chercher à limiter, à réduire les coûts de production. On a une difficulté à transformer la valeur qu'on crée en valeur monétaire. Et donc, on est dans des logiques de « ah bah oui, mais il faut toujours produire plus au même prix » ou « il faut toujours que je réduise les prix d'une année sur l'autre, sinon mon client ne va pas être content ». Première limite. Alors, cette limite, et notamment le fait que la réduction des coûts, ça va s'appuyer sur des logiques de productivité qui, là aussi, sont issues du monde industriel, ça va peser notamment sur le travail. Ça va peser très fortement sur le travail. Alors, c'est quoi la façon dont a organisé l'industrie pour essayer de tenir une productivité ? D'abord, c'est on fait des prestations standardisées. On définit des standards, et y compris on applique ça aux activités de service. Donc, on définit des standards, des prestations de service. Et puis après, on va essayer de les vendre le plus possible. Donc, prestations standardisées, économie d'échelle et logique de volume. Logique de volume, économie d'échelle. On va jouer sur de la spécialisation, on va jouer sur de l'intensification du travail. Tout ça, dans un contexte où, au cours des 15 ou 20 dernières années, une partie des entreprises sont passées sous la coupe des financiers. Et donc, on a rajouté en plus le fait qu'on pilotait par la rentabilité, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on pilotait par la qualité. On déterminait une productivité, la rentabilité était un résultat. Et là, dans tout un tas de situations, maintenant, en plus, on pilote par la rentabilité. Donc, on pilote par des indicateurs monétaires. Alors, tout ça, ça fait mal au travail. Ça s'exprime à travers tout un ensemble de tensions
qui, à la fois des tensions dans les corps, des tensions psychiques, qui renvoient à tout ce qu'on connaît aujourd'hui sur le stress, le burn-out, les risques psychosociaux, etc., etc. Alors, troisième série de limites, ce sont les limites dans la relation au client. Finalement, quoi qu'on dise, on a tous des discours pour dire qu'on est tourné vers le client, on est orienté client, etc. Mais dans le réel, c'est quand même très peu souvent le cas. En tout cas, c'est pas autant qu'on pourrait l'imaginer ou le souhaiter. Et donc, on définit une offre, et puis on réfléchit à partir de son offre. Ça, c'est la première chose. Voilà. Et donc, on se rend compte que dans une certaine mesure, on ne connaît pas aussi bien ses clients. On ne connaît pas bien les effets utiles de notre offre sur les clients. Nous, quand on accompagne les entreprises, on leur dit « C'est quoi les effets utiles de votre offre ?» Ça crée quoi finalement? Ça répond à quoi votre offre? Que ce soit un bien, que ce soit un service. Et c'est intéressant parce que derrière, on se remet au travail pour aller regarder ça. Parce que ce n'est pas aussi simple que ça de pouvoir y répondre. On se rend compte dans le problème de la relation au client, c'est que c'est construit au fur et à mesure un décalage entre l'offre que je facture et l'offre que j'offre à mon client. Et donc, vous avez tout un tas d'activités, notamment des services qui ne sont pas valorisés, qui ne sont pas facturés, qui ne sont pas valorisés. Mais tout le monde dit, bah oui, mais moi, si je ne les offre pas à mes clients, ça, j'arriverai jamais à vendre mon bien ou mon service. Et au fur et à mesure, vous avez ce décalage qui se crée entre la valeur que vous apportez à vos clients et la façon dont le client vous rémunère. Très facile, hein, par exemple, dans certaines activités, le devis, c'est un moment extrêmement important de compréhension de la demande, de reformulation de la demande pour reconstruire une offre. Sauf que le devis, vous ne vendez pas votre devis. Derrière, vous allez vendre un système d'éclairage, etc. Alors que la valeur une partie de la valeur de ce que vous avez créé, c'est la capacité à comprendre les usages de cette salle, à imaginer le dispositif le plus pertinent. Et ça, c'est une vraie valeur de service, c'est une vraie valeur d'utilité. Simplement, vous avez vendu des vidéoprojecteurs. Donc, vous voyez bien le décalage. Et là, c'est problématique. Et puis, vous êtes malgré tout dans une logique où vous avez un intérêt à renouveler la vente. Donc, on n'est pas autant en cohérence que ça dans la relation avec le client sur l'intérêt commun. On a tous des stratégies pour renouveler notre vente. Si je suis trop efficace et que finalement je mets moins de temps pour faire ce que j'avais imaginé que ce qui avait été envisagé avec le client, c'est dommage parce que souvent je facture du temps quand je suis dans du service. Bah oui, alors je fais quoi? Alors je vais moins facturer parce que j'ai été performant, finalement mon chiffre d'affaires va être moins élevé. Vous voyez, on est tous dans ces difficultés-là. On vend du temps, on vend des moyens. Et donc on n'a pas intérêt finalement, dans une certaine mesure, à être le plus efficace ou le plus pertinent possible. Ou en tout cas, on se retrouve souvent dans des difficultés ou dans des tensions par rapport à cet enjeu d'être sincèrement et finement en intérêt commun avec nos clients. La dernière limite, ça renvoie à des limites qui renvoient à l'extérieur ou au rapport de l'entreprise, de l'acteur économique à la société. Le point de départ, c'est que l'acteur économique, finalement, il a une responsabilité limitée, notamment une responsabilité limitée sur tous les effets qu'il crée, hein, les effets directs et les effets indirects. Alors là, c'est le rapport aux externalités. Quand on parle d'effets indirects, on est dans le rapport aux externalités. Donc il a un rapport très limité, ce qui fait que finalement, au-delà de l'usage du bien ou de l'effet du service, lui, après, les conséquences de cet usage, elles ne sont plus de son ressort. Alors, les limites qu'on peut rencontrer, pour certains, c'est un impact sur les ressources naturelles, c'est-à-dire que je mobilise des ressources naturelles. Comme je suis dans une logique de volume, logiquement, je vais mobiliser un maximum ou de plus en plus de ressources naturelles. Je crée des externalités négatives, environnementales, sociales. Donc, j'ai des effets, j'ai des impacts négatifs de mon activité que je ne prends pas en compte. Donc, je laisse le soin aux autres de le gérer. Et puis, parfois, une autre limite, c'est que les problèmes, notamment les problèmes environnementaux, deviennent un marché. L'eau est polluée, il y a un marché de la dépollution de l'eau. C'est génial, hein. Mais dans le modèle, les acteurs économiques qui sont sur le marché de la dépollution de l'eau, ils n'ont pas trop intérêt à ce que l'eau elle soit naturellement saine, sinon ils n'ont plus de marché. Le marché de la gestion des déchets. Ah bah oui, mais alors ceux qui gèrent des déchets, ils les gèrent dans des logiques de volume. Si on arrive à réduire à la source les déchets, leur modèle économique, il se casse la figure, hein. Donc vous voyez bien qu'on a, y compris dans certaines situations, des modèles économiques qui marchent sur la tête. Parce que l'idée, là je vais rester sur les limites, mais l'idée derrière, c'est de construire un modèle où on va s'engager, par exemple, sur le fait qu'on va limiter à la source les déchets.
qu'on va limiter à la source la pollution. C'est là-dessus qu'on va s'engager, qu'on va essayer de créer de la valeur et qu'on va regarder comment on rémunère cette valeur. C'est pas d'attendre qu'il y ait des acteurs qui créent le désordre pour imaginer comment ça crée un nouveau marché pour ceux qui vont essayer de résoudre le désordre. Donc voilà, rapidement, un ensemble de limites. Je n'ai même pas été dans les 10 minutes. 10 minutes tout pile. C'est formidable. À partir desquels, à Thémis, on intervient, nous, et c'est le premier temps du travail que l'on fait quand on a des dirigeants qu'on accompagne dans une réflexion sur leur modèle économique. Le premier temps, c'est d'être bien clair sur les limites de son modèle. Ce n'est pas pour se faire mal, mais c'est parce que l'enjeu, c'est de construire un modèle qui va leur permettre de sortir de ces limites. Donc il faut aussi qu'on parte du point de départ et des limites qui sont les leurs. L'enjeu, d'abord, je crois que c'est un enjeu auquel on doit tous chercher des réponses, ce qui n'est pas évident. C'est comment on articule un modèle économique au sens du modèle de l'acteur microéconomique avec un modèle de développement du territoire. C'est vraiment ça, hein, ce qu'on vise. C'est-à-dire un modèle de développement, d'une part, qui soit durable et en même temps dans lequel puissent s'inscrire des acteurs économiques qui eux-mêmes développent une stratégie et un modèle qui leur assure une pérennité et qui répondent aux enjeux du territoire. Voilà. Derrière, on peut dire que c'est l'exemple de la ferme de Figeac, c'est très intéressant parce que finalement, c'est la logique de croissance versus la logique de développement. La logique de croissance, c'est j'essaye de prendre des parts de marché à l'extérieur. La logique de développement, c'est par l'approfondissement des relations entre nous, on va construire du développement. Et on voit bien que ce qui est magique, c'est que c'est infini. À partir du moment où on se lance, c'est infini. Alors, juste quelques mots comme ça en opposition, ou quelques termes en opposition, pour vous montrer, pour partager sur le nouveau référentiel qu'on vous propose, ou en tout cas nous, celui sur lequel on travaille. Parce que c'est important d'avoir un référentiel, Dominique l'a dit également. Quand on se parle, il faut qu'on sache de quoi on parle. Il faut derrière les mots, on mette la même chose, derrière les intentions, on mette la même chose. Donc, avoir un référentiel, c'est un vrai guide, c'est une vraie ressource pour l'action. Alors aujourd'hui, on cherche à sortir de logiques de segmentation des actions et des secteurs d'activité pour aller vers des logiques de solutions intégrées. On a eu plein d'exemples là, où, y compris à l'interne des collectivités, on voit bien qu'on réfléchit par services qui chacun ont leur entrée. Donc vous avez le service aménagement, et puis à côté, vous avez le service qui va prendre en charge les enjeux de vivre ensemble, un autre le foncier agricole, un autre le commerce. Et puis derrière, chacun agit dans son cadre, alors qu'en fait, on pourrait construire, ou il faudrait qu'on construise une stratégie autour des enjeux d'alimentation qui intègre une dimension qualité de vie, qui intègre une dimension distribution, qui intègre une dimension production. Donc c'est bien l'enjeu de passer de logiques comme ça segmentées, de réponses segmentées, à des solutions qui sont intégrées. Alors nous, on parle de sphère fonctionnelle pour dire le nouveau périmètre d'enjeu. Ce n'est pas un secteur d'activité. On n'est plus dans des logiques de secteur d'activité, on travaille sur des nouveaux enjeux. Il faut sortir de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, on passe des rapports de sous-traitance et il y a toujours un acteur dominant dans la chaîne de valeur. Or, si on veut construire des solutions pérennes, il faut que tous les acteurs s'y retrouvent. Donc on est bien dans des logiques de coopération, on est bien dans les logiques de partenariat, et l'enjeu, c'est un enjeu d'agencement des acteurs et de capacité à travailler ensemble. Donc, éviter les logiques de sous-traitance. De la même façon, prestation de service. La prestation de service, c'est quoi ? C'est j'ai un problème, et je vais me décharger du problème sur vous. Je vous confie la résolution de mon problème. Mais non, il faut construire des relations autour du problème. Il faut construire des relations de service. Les relations de service, ça veut dire on va se charger ensemble de répondre au problème. Okay ? Donc on a une responsabilité commune ensemble et on va essayer de la travailler ensemble. Il faut sortir de la concurrence, de la logique de concurrence. La concurrence, c'est quoi ? Je disais, c'est la sous-traitance, c'est aussi le court terme, c'est la remise en concurrence des personnes. Parce que, vous l'avez dit, ça se construit dans du temps long. Donc le temps long, ça, c'est de l'investissement, c'est de la logique de coopération. Et donc il faut aller vers ces façons de travailler qui mettent à distance la concurrence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de temps en temps des remises en concurrence, ça ne veut pas dire qu'on va supprimer la concurrence et que les acteurs économiques ne se font plus concurrence. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'en tant que collectivité, on favorise encore cette logique de concurrence, elle est déjà suffisamment prégnante. Et ce qu'on croit gagner en remettant en concurrence sans arrêt les uns les autres, on le perd par rapport à la qualité de la relation qu'on avait pu construire, au temps qu'il va falloir remettre pour réapprendre à travailler ensemble, etc. Alors, la coopération, ce n'est pas un truc simple. La coopération, c'est je comprends les enjeux de l'autre et en même temps que je travaille avec lui, je suis porteur de mes propres enjeux, mais je prends aussi en compte et en charge de ces enjeux. C'est à cette condition qu'on peut construire des stratégies où finalement tout le monde va s'y retrouver. Donc attention, la coopération, c'est un mot, pour nous, c'est un mot fondamental, c'est une façon de travailler fondamentale, mais ce n'est pas simple.
C'est pas simple. C'est pas le truc fun qu'on peut mettre en place comme ça. Alors, beaucoup de stratégies, je l'ai dit, elles visent à réduire les coûts. Nous, ce qu'on propose, c'est déjà de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait créer comme valeur. Comment on pourrait augmenter la valeur qu'on crée. Et après, on se posera la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à ce que cette valeur qu'on pourrait créer, elle se transforme en valeur monétaire? Ce n'est pas du tout la même approche. C'est pas du tout la même approche. Et quand on parle de créer de la valeur, il y a de la valeur sur des effets directs, mais il y a de la valeur, ça va sur la suite, sur les effets indirects, le rapport aux externalités. C'est-à-dire que le rapport aux externalités, à un moment, c'est externe à mon périmètre de valeur, mais je vois bien que je fais un effet, je crée un effet indirect. Est-ce que je ne peux pas le prendre en charge, cet effet? Est-ce que je ne peux pas trouver à élargir le périmètre de ce que je prends en charge et à trouver des nouveaux acteurs qui sont intéressés par la prise en charge de cet effet-là? Donc, ce n'est plus une externalité, je l'internalise dans mon modèle. Mais la valeur, c'est aussi la valeur qu'on crée dans son entreprise, c'est-à-dire la façon dont on, à travers le travail, à travers notre modèle économique, on développe de la ressource. C'est-à-dire, à travers la façon dont vous travaillez, vous développez de la compétence. Mais il y a d'autres entreprises, il y a d'autres acteurs économiques, il y a d'autres acteurs publics qui cassent la compétence, qui cassent la confiance à travers la façon dont ils travaillent. Donc, ils cassent de la ressource, alors qu'on a besoin de cette ressource. Donc, la valeur, elle est aussi, c'est intéressant de réfléchir sur comment, y compris la valeur, c'est la valeur qu'on produit pour soi-même. Alors, ça me fait faire le lien, je passe, avec la question des ressources immatérielles. Parce que les ressources stratégiques, ce sont les ressources immatérielles. C'est-à-dire qu'on pensait beaucoup aux ressources matérielles, aux investissements matériels. Vous avez plein d'aides sur les innovations technologiques. Mais alors, quand vous passez sur les ressources immatérielles, quand vous passez sur la qualité de l'agencement, la pertinence de la solution, le développement des compétences, ben là, vous n'avez plus beaucoup d'aides. On sort 100 000 € facilement pour tester une innovation technologique, mais essayez de trouver 100 000 € pour développer de la compétence sur un territoire, alors que c'est aussi stratégique, voire plus stratégique. C'est exactement ce que vous avez dit. C'est-à-dire, ça se construit et c'est une vraie ressource. C'est une vraie ressource. C'est ça qui nous fait nous développer. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas des ressources qui sont en étagère, c'est des ressources qui s'éprouvent. Quand Dominique dit « nous, on n'avait pas la compétence », ils n'avaient pas la compétence. Le troisième, il n'avait pas la compétence. Ensemble, on a la compétence. C'est ça la compétence. C'est la capacité à dépasser ce qu'on sait faire au service de quelque chose de nouveau. C'est ça la compétence. Donc ce n'est pas en étagère. C'est des choses qu'on éprouve à travers la mise en œuvre. Et donc il y a des vraies stratégies à construire là-dessus. Alors ce qui est intéressant sur les ressources immatérielles, c'est que ce sont des ressources qui peuvent se développer à l'usage. Ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que quand vous êtes dans des ressources matérielles, quand vous achetez un véhicule, quand vous achetez des locaux, etc., vous les amortissez parce qu'au bout d'un moment, ces ressources, elles vont s'épuiser et vous devrez les remplacer. Si vous travaillez d'une certaine façon, vous développez à travers votre activité, à travers les liens que vous créez, vous développez de la confiance. Donc vous augmentez la ressource, vous développez la compétence, vous développez la pertinence des solutions que vous construisez. Et c'est là où on voit que c'est infini, ce développement de ressources, et ça crée des potentiels de développement infinis, comme on voit sur la ferme de Figeac. C'est des vraies stratégies, ça. Hein, c'est des vraies stratégies. Alors, essayons de passer d'une logique où j'achète des moyens, du temps, des biens, à une logique où ensemble, on va essayer de s'intéresser aux effets de ce qu'on cherche, aux résultats, aux performances qu'on cherche à mettre en avant, et aussi dans la façon dont on va passer des marchés, dans la façon dont on va contractualiser. On va valoriser ce qui est créé, on va s'engager sur la valeur. Si moi, je suis capable de reconnaître la valeur, si je suis capable d'exprimer ce que j'attends en termes de valeur et non en termes de moyens, et que la personne avec laquelle je travaille, elle arrive à gagner du temps, à gagner des moyens, qu'est-ce qu'on fait? On partage. C'est un gain pour lui, c'est un gain pour moi, puisqu'on s'est accordé sur la valeur qu'on cherchait à atteindre. Vous voyez? Donc on rentre dans une logique où on reconnaît la valeur qui est créée et on la rémunère, cette valeur. On rémunère des effets attendus, on rémunère des services, des effets de service, on rémunère de la performance. Et on ne rémunère pas des moyens, on ne rémunère pas du temps, on ne rémunère pas... voilà. Donc essayons de construire des formes de contractualisation, des formes de relations autour de ça. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, sortons des logiques de planification. Ce n'est pas parce qu'on a planifié, qu'on a fait un beau diagnostic et une belle planification que ça va être facile de mettre en œuvre. Au contraire. Alors, planification, transition. Transition, ça veut dire qu'on a défini le terme. Hein. Une transition, c'est qu'on sait la cible
Et après, on va se donner les moyens de la cible. Alors, on a besoin d'avoir des cibles, mais il ne faut surtout pas perdre les logiques de trajectoire, favoriser les engagements, partir du réel des engagements, partir des enjeux, avancer ensemble, développer de la ressource ensemble, et dans des logiques itératives. Et il faut sortir des dernières choses, peut-être, je ne sais pas si c'est les dernières, mais ne plus penser produit, penser service, effet utile, résultat attendu pour les personnes. À travers les biens que je vends, à travers les services que je propose, finalement, il se joue quoi? Il se joue quoi en termes de qualité pour la personne, en termes de développement pour la personne, en termes de santé pour la personne, en termes d'habiter pour la personne, comment je pense les effets de mobilité, etc. Ce qui est important, ce n'est pas les moyens, ce n'est pas les biens qu'on mobilise, c'est la façon dont ça rend service, dont ça a une utilité. Et ça ne sert à rien de faire de la conversion. Enfin, ça ne sert à rien. C'est beaucoup moins utile de faire de la conversion et de l'agriculture biologique si dans le même bassin, vous avez des gens qui ont des problèmes de santé et qui jamais n'achèteront vos produits parce qu'il y a des enjeux culturels, parce qu'il y a des enjeux économiques, etc., etc. Et donc, pensons tout de suite à l'étape d'après. Oui, mais si je produis des biens de qualité, c'est pour que les gens aient une alimentation de qualité. Donc, intéressons-nous tout de suite à la façon dont on va articuler notre action sur le foncier, sur la production, avec l'action de ceux qui vont accompagner le changement de comportement, qui vont favoriser des alimentations plus équilibrées. Et donc, là, on fait des liens qui sortent des logiques de filière. On sort de la filière. On va travailler avec les acteurs de la santé, on va travailler avec les acteurs du social, etc., etc. Et c'est là où il y a à nouveau des nouvelles opportunités, à nouveau des nouvelles relations qui se créent, un enrichissement des économies d'intégration. On fait 3 choses en une. Plutôt que de faire 3 choses séparément, on les fait les 3 dans le même mouvement. C'est un modèle économique, c'est un gain, ça, en termes de productivité aussi. Donc vous voyez, il y a tout un tas de modalités, y compris des façons d'être productif, qui peuvent sortir des logiques ou qui sortent des logiques classiques qu'on a tous quand on pense, par exemple, à la productivité, parce qu'on est inscrit dans une matrice industrielle. L'invitation, c'est l'invitation à passer vers un modèle serviciel, pleinement serviciel, centré sur les effets utiles, centré sur la reconnaissance de la valeur, centré sur les agencements d'acteurs, sur le développement des ressources immatérielles. Alors voilà, c'est ce qui nous anime, nous, et ce qui est intéressant, c'est que sans avoir ce référentiel, parce que ce référentiel, il ne sort pas de nulle part, il sort de l'expérience des acteurs, c'est important de le formaliser, c'est important de continuer à le faire vivre, c'est important de le faire évoluer, mais il y a tout un tas de personnes qui s'engagent dans un mouvement. Vous-même, si vous êtes ici, c'est que probablement vous êtes engagé dans un mouvement de ce type, même si on n'a pas tous les outils, voilà, au service de la construction d'un nouveau modèle de développement.